Bonjour à tous et bienvenue sur Agripreneur TV. Nous sommes très heureux de pouvoir être dans ce nouveau numéro de Agri Invité et nous espérons que vous allez nous suivre et aimer. Et aujourd'hui, notre invité du jour est Monsieur Patrice Hannequin. Il est agroéconomiste de formation et il va nous dire un peu plus sur lui et ensemble, nous allons discuter des possibilités encore qui s'offrent aux jeunes dans la filière des intrants agricoles. Restez avec nous. Bonjour Monsieur Hannequin. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir sur Agripreneur TV et ensemble nous allons vous laisser déjà d'abord vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre organisation. Très bien, donc vous m'avez introduit comme un agroéconomiste. Voilà 30 ans maintenant que je suis en Afrique de l'Ouest. Dans l'agriculture pour essayer de contribuer au développement de l'agriculture en général et du secteur des intrants agricoles en particulier. Et après une grosse dizaine d'années dans le secteur privé, j'ai rejoint IFDC, donc le Centre international pour le développement des engrais. Et je fêterai mes 20 ans avec eux en début d'année prochaine. Et c'est quoi la particularité de cette organisation? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, IFDC, donc les engrais. C'est donc le Centre international pour le développement des engrais, hein, c'est une organisation internationale qui opère en Afrique depuis le milieu des années 80 et qui a toujours cherché à essayer de développer de manière durable l'agriculture, surtout en direction des petits producteurs agricoles, de manière à pouvoir, les aider à pouvoir mieux produire de manière plus durable, en ayant une meilleure gestion de la fertilité des sols essentiellement. De manière à pouvoir augmenter la productivité et aider à nourrir une population qui, comme vous le savez bien, est en constante augmentation sur ce continent. C'est ça. Maintenant, si on en vient directement en fait, à l'agriculture africaine, quel est son avenir? C'est le futur grenier du monde. Et aujourd'hui, quand on parle agriculture, quand on parle intrants agricoles, c'est un monde qui est assez vaste. Quelles sont les possibilités qui se présentent aux jeunes en quête d'emploi aujourd'hui? Alors d'abord des jeunes, je crois qu'on est dans un continent et dans une région où pratiquement 40% de la population a moins de 25 ans. Oui. Pas toujours très bien formée. Mais qui va devoir nourrir une population donc, qui va doubler dans les 20 ans encore. Hein. On a passé le cap du milliard il y a quelques années. Alors, donc techniquement, c'est des opportunités d'emploi pour simplement le fait de devoir nourrir cette population, créer le besoin de nourriture et donc créer le besoin de produire plus dans le secteur agricole. On ne peut pas continuer à importer des millions de tonnes de riz et de blé chaque année. Donc de l'emploi, il y en a énormément, potentiellement. Et donc on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités également sur le secteur des intrants agricoles. Et ici, on est dans une réunion qui parle des intrants agricoles, qui comprendra les semences, les engrais, les produits de protection des cultures, l'alimentation animale et d'autres produits. Pas simplement les engrais, mais nous, notre cœur de métier, c'est les engrais et la gestion de la fertilité des sols. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme métier? Écoutez, nous, on pense qu'on a beaucoup à faire pour pouvoir amener des niveaux de productivité à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Vous savez très bien qu'on est dans une situation où on ne produit pratiquement que 20 à 30% du potentiel des semences ou des terres. Et donc on essaye de fermer ce gap, comme on l'appelle, hein, le yield gap, pour pouvoir essayer d'augmenter la productivité par unité de surface, sachant que s'il y a quelque chose qui n'est pas extensible, c'est la surface cultivable qui se réduit chaque année simplement mécaniquement du fait de l'augmentation de la population. Donc on a une obligation d'intensifier durablement. Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des gens, des entreprises, des micro-entreprises, des entreprises de taille moyenne qui vont être capables d'apporter des produits et des services
aux agriculteurs, aux petits agriculteurs, à leurs organisations professionnelles, aux associations de producteurs, etc. etc. Donc un potentiel absolument énorme et encore untapped. Maintenant, si on devait énumérer, citer un cœur de métier qu'un jeune pourrait faire dans cette filière-là. Nous sommes en train de penser à des programmes de formation pour les jeunes, vraiment en direction des jeunes. Alors, des jeunes qui ont une certaine qualification, parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de l'agriculture à l'ancienne et qu'on, sans aller tout de suite vers l'agriculture de précision, pour faire en sorte que même un tout petit producteur sur ses 1 hectare ou 5 hectares soit capable de gérer beaucoup mieux son exploitation agricole et ses terres. Donc que ça soit sur un aspect agronomique, un aspect de marketing, d'aider ces petits producteurs à recevoir ces intrants à temps, de savoir comment les utiliser correctement et de savoir comment commercialiser les produits qu'il va produire sur ces terres. Il y a tout un ensemble de techniques et de savoir-faire que des jeunes pourraient apporter à d'autres jeunes, parce qu'il faut bien voir aussi que les producteurs agricoles, eux aussi, vont être d'abord des jeunes. Et des jeunes qui ont une autre approche et une autre vision du monde et d'autres outils à leur disposition. Par exemple, des choses comme ça pour pouvoir acquérir de l'information et de la technicité qui va leur permettre de faire des bons technologiques et des bons de productivité dont on a tous besoin. En termes de métier, plus précisément, aujourd'hui, on a l'ambition, tous ensemble, le CORAF, qui est un partenaire de IFDC de longue date, d'essayer d'augmenter de manière significative la productivité par l'utilisation raisonnée d'intrants agricoles. Si on veut parler en termes de marché, parce que je suis un spécialiste de l'investissement dans le secteur privé, on doit être en mesure de multiplier par 5 d'ici les 10 prochaines années, ce qui est vraiment un taux de croissance très fort, cet usage-là. Et ça veut dire que concrètement, il va falloir au moins 5 fois plus d'entreprises et d'individus qui vont apporter ces intrants, ces produits agricoles auprès des petits paysans. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que si on parle en termes d'investissement, quels sont les marchés porteurs aujourd'hui pour les jeunes? Alors, des marchés porteurs, alors, on se place du point de vue des intrants. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, j'allais dire, on a quelques grandes entreprises qui importent et qui distribuent des engrais. Qui distribuent des engrais à travers des systèmes qui sont encore relativement faibles de distribution, que ce soit en termes de capacité technique, financière, de fournir des services à leurs clients. Quand je parle des clients, je parle des petits producteurs. Hein. Et on estime qu'il faudrait densifier ce réseau de distribution de petits détaillants et les rapprocher le plus possible des producteurs. Et donc, dans un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, donc des pays de taille moyenne, c'est sans doute au moins, allez, j'allais dire, entre 2000 et 10 000 petits détaillants qu'il faudrait pouvoir qui devrait être dans le tissu économique pour pouvoir faire ce travail. Donc pas à travers des grandes entreprises qui ont besoin de beaucoup de capital, mais à travers des petites entreprises qui connaissent leur métier et qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée à leurs clients, encore une fois les petits producteurs. Pour faire ça, alors il faut une entreprise, hein, on est avec Agripreneur TV aujourd'hui. Donc il faut savoir créer des petites entreprises agricoles. Et comment s'y prendre? Ah, ça c'est une bonne question parce qu'on a un souci dans notre métier, c'est que les intrants agricoles sont relativement chers, en tout cas demandent un peu de capital pour pouvoir être achetés avant d'être revendus. Donc pour ça, il est important généralement d'avoir de bonnes relations, de créer des bonnes relations avec les fournisseurs
et de créer des bonnes relations avec des clients. C'est vrai dans tous les métiers, c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est quelque chose de relativement nouveau dans le tissu économique de faire ça pour le secteur agricole et en direction des petits producteurs. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une technicité agronomique, une technicité pour gérer une entreprise. Et aujourd'hui, on a des outils qui se multiplient pour pouvoir aider un jeune à pouvoir donner un service, par exemple, à aider un producteur à déterminer quels sont ses besoins en intrants agricoles, quel est le type d'engrais qu'il va devoir ou qu'il pourrait utiliser sur son exploitation, quelles sont les banques de microfinance qui sont disponibles et disposées à les aider dans le tissu local. Je pense qu'il faut qu'on pense vraiment local pour ces jeunes essentiellement. Et pour pouvoir également les aider à lier ces petits producteurs au marché avec des transformateurs par exemple locaux. Mais c'est pas un marché un peu difficile. Si vous avez mentionné que déjà pour entamer, il faudrait avoir un peu de moyens parce que c'est un domaine déjà qui est un terrain qui est tout nouveau, que les jeunes vont peut-être essayer de tâter. Mais si les producteurs eux-mêmes, avec leur peu de moyens, comment pourront-ils déjà se procurer ces engrais-là? Et les jeunes aussi qui doivent déjà démarrer leur activité, il faudrait donc avoir un capital conséquent. Alors il faut avoir un capital où il faut se faire prêter le capital. Oui, c'est possible aussi. Donc alors le capital peut être prêté par des organismes financiers, que ce soit du micro ou mésofinance. Mais si un jeune aujourd'hui a le minimum de bagages requis, montre qu'il est innovant et qu'il est volontaire et qu'il sait gérer un certain nombre d'outils, il aura assez facilement, je pense, la confiance de fournisseurs plus gros qui vont l'aider à travers des crédits de campagne ou des crédits de court terme pour pouvoir démarrer et générer ses premiers chiffres d'affaires qui vont lui permettre plus tard de grandir. Donc on n'est pas obligé de passer par des systèmes financiers classiques, mais on peut trouver d'autres moyens pour pouvoir démarrer son activité sans requérir beaucoup de capital. Le principal capital, c'est un capital intellectuel et de la volonté. Donc, est-ce qu'on pourrait catégoriser qui peut, en grosso modo, investir dans ce secteur? Faites une école d'agriculture ou une école de... Il n'y a pas besoin d'être ingénieur agronome. Il n'y a pas besoin d'être agroéconomiste pour démarrer dans ce métier. Il y a besoin de connaître son environnement et d'avoir un minimum de bagages intellectuels. Donc je pense que la formation de base est absolument nécessaire. Et ensuite, d'autres formations plus techniques sont facilement maintenant accessibles, y compris à travers des outils informatiques. On a pas mal de sessions en ligne qui sont faciles à obtenir pour pouvoir ajouter un petit peu de technicité, de la connaissance sur le fonctionnement des marchés, sur comment utiliser comme il faut un intrant, etc., etc. Maintenant, si on parle de technologie des intrants agricoles, est-ce que vous pouvez nous en citer? Alors, dans le secteur dans lequel j'opère, on est en train d'assister à des modifications profondes de l'approche, des efforts qui sont faits pour pouvoir augmenter la productivité de manière durable. On a été pendant longtemps dans une espèce d'environnement où on a fait de l'agriculture biologique ou de la production organique par défaut, parce que les petits producteurs n'avaient pas accès aux intrants agricoles. Aujourd'hui, on est dans un monde qui voudrait être absolument qui voudrait manger organique et bio, etc., etc. Oui. Et nous, on se place dans un petit peu entre les deux, entre le organique par défaut et le organique par souci de sécurité nutritionnelle, par exemple. On pense qu'on peut lier les deux. On pense qu'on peut fournir des aliments de très bonne qualité en utilisant de manière raisonnée des intrants agricoles. Alors, ce qu'on a un peu oublié au cours des dernières décennies, c'est que le sol est vivant.
Et que ce qui est important, c'est que le sol soit là pour pouvoir permettre aux plantes de produire ce qu'on attend d'elles, des fruits, des grains, etc., etc. Et on a aujourd'hui une approche qui est beaucoup plus, j'allais dire, scientifique, en ce sens-là qu'on doit d'abord connaître les capacités de son sol. On doit regarder quelle est la capacité de la semence qu'on va mettre dans ce sol à produire ce qu'on cherche. Et on va essayer d'ajuster les apports d'intrants agricoles en fonction de ce qu'est le sol et de ce qu'est la plante. Alors qu'avant, on était dans une sorte de modèle où on avait la même recommandation technique pour tout le monde dans un pays. On mettait la même formule d'engrais, la même quantité, quel que soit le type de culture et le type de sol. Aujourd'hui, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus fin et qui va permettre d'une part d'être plus respectueux de l'environnement, de produire de manière plus durable et aussi d'avoir une rentabilité économique meilleure. Parce que si on utilise les bons intrants au bon moment, en plaçant les bonnes quantités au bon endroit, on va pouvoir avoir un retour sur notre investissement sur des engrais qui sont souvent considérés comme relativement chers, bien meilleurs. Et donc on va rentrer dans un cercle vertueux où on va pouvoir enrichir le sol, on va pouvoir enrichir la plante et on va pouvoir enrichir le producteur. Et pour ceux qui pensent par exemple que les engrais n'enrichissent pas le sol ou qui ont un préjugé concernant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? C'est très simple. Si vous prenez quelque chose, que vous l'enlevez de la terre, il faut remettre dans la terre ce que vous lui avez enlevé. Quand vous produisez 1 tonne ou 2 tonnes de maïs, de grain ou de riz, le grain qui a été produit par la plante a extrait des nutriments du sol. Il faut les ramener, sinon on est dans une agriculture qu'on appelle minière. On pompe les nutriments du sol et si on ne les remet pas dans le sol d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des engrais organiques ou des composts ou des engrais chimiques, on va se retrouver un jour avec un sol pauvre et qui sera vide de tout nutriment et qui sera perdu pour tout le monde, pour l'agriculture et pour le paysan qui l'exploite. Et reconstituer, régénérer des sols est infiniment plus coûteux et long que d'entretenir un sol. Vous savez très bien, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est sûr. Maintenant, si pour un jeune qui entame son activité dans le secteur des intrants agricoles, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à la réglementation qui est mise en place en Afrique de l'Ouest et du Centre? Alors, les réglementations ou les politiques d'une manière générale. Nous sommes des avocats auprès des institutions régionales, nationales, de réglementation qui protègent le petit producteur, les producteurs agricoles, qui protègent les consommateurs, mais qui protègent aussi l'industrie et ceux qui fournissent ces intrants. De manière à ce qu'on soit sûr de la qualité des produits qu'on apporte. Deuxièmement, qu'on soit à peu près certain du conseil qui est donné sur l'usage de ces produits-là. Ça, c'est les deux aspects. Et le troisième, c'est d'arriver à faciliter des environnements économiques qui soient plus favorables à l'investissement privé. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, nous avons des systèmes de subventions agricoles et de subventions aux intrants agricoles où l'État joue un rôle probablement trop fort par rapport à ce que le privé souhaiterait et devrait jouer. Donc on essaie d'aller vers des solutions de subventions intelligentes, vers des solutions de fertilisation intelligente, pour aller vers une agriculture qui est intelligente par rapport au changement climatique également. Donc on a tout un ensemble, on essaie d'être plus intelligent. On essaie d'être plus intelligent et ça c'est un effort conjoint entre le politique et le privé. Et également, toutes les organisations comme les nôtres sont des aiguillons pour pouvoir avancer plus vite dans ce sens-là, de faire en sorte que ces
nouvelle manière de faire les affaires, d'envisager l'agriculture comme un métier et comme un agribusiness. C'est Ça soit, voilà, qu'on pense l'agriculture comme quelque chose qui va pas simplement vous donner à manger, mais qui va vous permettre de vivre décemment. Oui, avoir une sécurité financière. Donc tout à l'heure, vous avez énuméré le fait changement climatique. Donc si on en vient à ce fait qu'on vit aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques susceptibles d'appuyer les efforts d'adaptation au changement climatique? Si j'avais la possibilité de vous montrer la carte du couvert forestier de la Côte d'Ivoire et son évolution au cours des 25 dernières années, vous pourrez la partager avec nous plus tard. Volontiers. Vous verrez qu'à peu près 80% du couvert forestier a disparu. Wow. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a une obligation, on ne peut pas faire autrement, on a une obligation de produire plus avec moins de terre, avec moins d'eau, pour pouvoir fournir plus de nourriture à une population qui grandit. Comment est-ce qu'on fait ça? Et ça aide à lutter contre le changement climatique. Il faut qu'on arrête de couper les forêts pour pouvoir produire plus. Il faut qu'on arrête d'extensifier, d'augmenter la surface cultivée pour produire autant. Donc on est obligé d'aller vers un système d'intensification. La question, c'est de rendre ce mécanisme durable. Toutes les technologies, ou pratiquement toutes les technologies nécessaires pour faire ça, existent déjà. La question, c'est de pouvoir la mettre à la disposition du plus grand nombre. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment plus une question de communication et d'information et de formation qu'une question d'innovation technologique. La vraie innovation technologique, c'est de faire passer l'information des centres de recherche à des individus, à des petits entrepreneurs, que ce soit un entrepreneur agricole. Chaque paysan est un entrepreneur agricole, on est bien d'accord? Oui. Ok, donc que le tissu économique agricole, local, se développe et se renforce en termes de compétences et de compréhension de l'écosystème dans lequel il vit. Et on a quelques bons exemples un peu partout en Afrique qu'on est sur la bonne voie. C'est super. Déjà, on arrive pratiquement au terme de notre émission. Et pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer en entrepreneuriat agricole, quel message avez-vous pour eux? L'avenir est devant vous, les jeunes. C'est vous qui allez prendre le relais des anciennes générations. Vous avez des outils qui sont de plus en plus faciles à obtenir, qui sont de plus en plus fins. Il faut de la volonté, il faut des idées. Et il y a un avenir qui est assez ouvert pour vous. Et surtout, on a besoin de vous les jeunes, on a besoin de vous. Donc investissez et rapprochez-vous de cette base de la pyramide, comme on l'appelle, hein, donc tous ceux qui gagnent entre 1 et 2 $ par jour, parce que ce sont eux les consommateurs des produits agricoles que vous allez aider à produire. Ouais. C'est eux la cible, il ne faut pas nécessairement chercher ailleurs ce qui est en fait chez vous, devant vous. Les populations locales ont besoin de se nourrir avant d'aller chercher des populations hors frontières et hors continent. C'est ça, c'est ça. Donc il faut déjà commencer quelque part, c'est comme il a dit. Et avec tous ces encouragements, nous espérons que vous avez pris bonne note et que vous pourrez vous en servir. Donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous suivre et merci également à notre invité, Monsieur Hannequin. Et on se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro. À bientôt sur agripreneurtv.coraf.org.